L'échiquier international, bienvenue à vous. Le sommet à Washington a-t-il marqué une étape importante vers la paix en Ukraine? L'ensemble des protagonistes ont eu le mot paix à la bouche, mais encore faut-il lui donner le même sens. Cela dit, Donald Trump, le président américain, a affirmé à Volodymyr Zelensky que la sécurité de son pays serait prise en compte dans tout accord de paix avec la Russie. Une déclaration qui rassure l'Ukrainien ainsi que les leaders européens, si ce n'est qu'elle demeure vague et floue. Que renferment donc les fameuses garanties de sécurité pour l'Ukraine évoquées par Trump? Celles-ci seraient formalisées dans une dizaine de jours, peut-être au moment même où la rencontre Poutine-Zelensky s'organiserait. Une rencontre actée, à entendre le président français aujourd'hui. Est-ce que nous approchons de la séquence ultime du conflit ukrainien? L'ensemble des acteurs, y compris Poutine, affiche la mine des meilleurs jours, comme à Anchorage, mais aucun n'a catégoriquement assuré que la guerre était au passif. Peut-être parce que le conflit ukrainien renfermerait plusieurs strates en lien avec le futur échiquier international. En tout cas, on va poser ces questions à notre invité du jour. À tout de suite. L'après-sommet à Washington sur l'Ukraine, une Europe inquiète, impuissante, face à un président Trump qui se rend compte que le tout business ne réglerait pas la question du conflit ukrainien, surtout face à un Poutine inébranlable. On va en parler en tout cas avec notre invité du jour, Gilles-Emmanuel Jacquet, spécialiste des relations internationales, professeur à Genève. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Gilles-Emmanuel, la semaine a été riche au sujet du dossier ukrainien. D'abord, la rencontre en Anchorage, en Alaska, puis celle de Washington hier. Tout le monde parle de paix, mais on ne semble pas très avancé, notamment sur le terrain, puisque les combats continuent à l'heure où on parle. Des Européens, eux, qui ont quitté hier la Maison-Blanche, pourtant avec rien de tangible. Qu'est-ce qui vous a semblé, vous, décisif sur la rencontre de Washington hier ? Bon, la première chose, c'est que cette rencontre, elle est distincte de la réunion d'Anchorage, ce qui signifie que il est très difficile de réunir tous les protagonistes, de mettre tous les protagonistes d'accord sur un nombre de points sur lesquels il pourrait commencer des négociations un peu plus substantielles. Et il y a aussi derrière, on reviendra peut-être là-dessus aussi, des contraintes que le président ukrainien Zelensky s'est imposé lui-même. Il y a un cadre légal ukrainien qui est assez contraignant aussi de ce point de vue-là. Ça montre aussi que les Européens n'ont plus la même importance qu'ils ont eu dans le passé dans le règlement de grands conflits, en particulier de conflits sur le continent européen, de conflits qui les intéressent particulièrement. Alors, vous avez parlé à l'instant des contraintes qui caractérisaient peut-être la posture de Zelensky. Est-ce que vous pouvez être plus précis? Oui, une des raisons qui fait que je serais, d'autres experts ou d'autres analystes restent quand même prudents. Certes, on parle de paix, mais ne s'est pas encore matérialisé. Nous n'avons pas encore de cessez-le-feu. Alors, pour ce qui est maintenant justement de ces contraintes qui pèsent sur Zelensky, il faut se souvenir que lui-même, dès le début de son mandat, dès les premiers mois ou la première année, avait changé, d'objectif. Ce n'était plus la paix, mais plutôt la confrontation avec la Russie. Et il avait pris des décrets, une série de lois qui l'interdisaient lui-même de négocier directement avec la Russie. Et puis, il y a, du point de vue encore d'autres textes, on va dire, juridiques ukrainiens et de la constitution ukrainienne aussi, des contraintes très fortes qui feraient qu'un échange de territoire et des changements de frontières ne seraient pas possibles dans le cadre actuel. Donc, avec la constitution actuelle, avec un certain nombre de lois et de décrets et le président Zelensky, eh bien, les changements de territoire qui sont cruciaux du point de vue russe, en tout cas, pour arriver à la paix, et en tout cas, c'est une question importante des négociations, eh bien, cette question va rester en suspens. On va en parler sans doute d'ici les prochains jours, puisque vous l'avez dit, l'accord de paix, en tout cas, ce qui se dessinerait, a des contours quand même encore flous à l'heure où on parle. On revient au sommet d'hier. Donc Trump, semble-t-il, ne perd jamais de vue le business. Lui et Zelensky ont conclu un accord de 100 milliards de dollars, aux frais des Européens, c'est-à-dire que globalement, grosso modo, c'est que les Ukrainiens achètent de l'armement, la facture serait payée par des Européens et des Américains, eux, qui seraient vendeurs. On le constate encore. La paix, selon Trump, c'est une forme d'empoignade commerciale. Oui, alors en même temps, ce n'est pas très nouveau. On l'a vu pendant longtemps aussi.
dans le cadre, je veux dire, de l'otanisation, on va dire, de l'adhésion de nombreux pays européens à l'OTAN. Il y a des standards OTAN qui se sont imposés au niveau de l'armement. Il y a plusieurs grands projets, on va dire, aussi de défense, de développement d'armement ou d'engins, qui à chaque fois ne se sont pas faits au bénéfice de pays européens, mais toujours du complexe militaro-industriel américain. Et dans cette histoire, effectivement, on retrouve ce qu'on retrouve finalement depuis un certain temps maintenant, des États-Unis qui récoltent, on va dire, les fruits de ces ventes d'armes, et l'argent provient eh bien, des contribuables européens. Et Trump joue aussi sur, comment dire, une forme de ressort psychologique des dirigeants européens, ou plutôt, on va dire aussi, un piège dans lequel ils sont enfermés eux-mêmes. Ils ont montré pendant très longtemps une velléité, une envie de continuer le conflit, même s'ils parlent de paix, de soutenir l'Ukraine coûte que coûte, ça ils le répètent à plusieurs reprises. Et là, donc, Trump eh bien, leur fournit cette occasion de soutenir l'Ukraine coûte que coûte. Gilles Emmanuel, et cette posture, cette politique européenne, cette Europe, et qui est partie, qui a quitté en tout cas hier la Maison Blanche sans rien, mais qui paraissait satisfaite, elle se situe où dans cette équation américano-ukrainienne? Les pays européens vont être une sorte de variable d'ajustement. Ils peuvent être aussi un obstacle tant qu'ils s'obstinent à ce que le conflit continue. Et si on écoute les déclarations de certains dirigeants européens, il suffirait de mieux équiper l'Ukraine pour gagner la guerre contre la Russie. Bon, ce qui est totalement irréaliste du point de vue des ressources, des rapports démographiques et des rapports feu sur ce théâtre d'opération. L'autre rôle des Européens là-dedans aussi, parce qu'ils ne veulent pas perdre la face, d'où peut-être cette rhétorique parfois encore un peu belliqueuse, eh bien, ils reconnaissent implicitement certaines réalités. On a vu par exemple Giorgia Meloni qui a rappelé à l'ordre Emmanuel Macron, qui lui a dit que envoyer des troupes occidentales en Ukraine, ce n'était pas réaliste parce que la Russie avait 1,3 million de soldats disponibles. Donc l'Europe va, finalement, les pays européens plutôt, vont payer, vont fournir des ressources pour cela. Et ça montre aussi que diplomatiquement, ils n'ont pas grand-chose à offrir. Et c'est d'autant plus triste qu'on se souvient que la diplomatie française, sur de nombreux conflits dans le passé, avec une position, on va dire, gaullienne, cherchait toujours une forme de compromis et à trouver un équilibre et à peut-être parfois offrir une voie dissonante, mais en tout cas une alternative. Et là, ce n'est plus du tout le cas. Les critiques ce matin à l'endroit de la politique européenne autour du dossier ukrainien ont été assez sévères. On parle de l'Europe comme étant une vache à lait, de dindon de la farce. Elle apparaît comme, il faut le dire, spectatrice et surtout payeuse. C'est elle qui devrait financer les 100 milliards de dollars du deal sans rien garantir en retour. En tout cas, c'est ce qu'on comprend pour l'instant. Peut-être qu'elle s'illusionne aussi, cette Europe, d'exister encore sur la scène stratégique. Hier, par exemple, il y a une scène qui nous a marqué. On a observé une séquence où l'Allemand Merz, le chancelier, insistait en demandant un cessez-le-feu immédiat à Trump. Et on voit une Mélanie à sa droite, un peu mal à l'aise, et Trump qui élude complètement le propos. Oui, ben, il y a un désaccord aussi entre les pays européens. Ils sont tous certes membres de l'OTAN. Ils ont tous une forme, en tout cas pour les pays qui sont présents, d'hostilité assez ancienne d'ailleurs envers la Russie, mais ils ne sont pas nécessairement d'accord sur la conduite, on va dire, du soutien à l'Ukraine, sur ce qui pourrait se passer après. Macron n'arrête pas de parler, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, d'envoyer des troupes de maintien de la paix à partir, je veux dire, des pays participants, c'est-à-dire en fait ce qui est pour la Russie les pays belligérants. Eh bien, la Russie s'y est tout simplement opposée. Les Britanniques proposent aussi d'envoyer un soutien militaire conséquent. Et là encore aussi, les Russes leur ont dit, mais que ce c'était pas du tout envisageable. Toute mission ou toute intervention étrangère, tout format de mission de maintien de la paix sur place ne se fera qu'à des conditions acceptables pour la Russie et pas avec la participation des pays occidentaux, puisque la Russie les voit comme, comment dire, comme peu crédibles, comme peu fiables en termes de parole. Et ça, on se souvient par exemple du précédent des accords de Minsk, d'où aussi cette opposition russe, juste un simple cessez-le-feu. Vous et Gilles-Emmanuel Jacquet, est-ce que vous direz que les Européens sont co-belligérants dans cette confrontation avec la Russie? Est-ce que vous Ouais, il y a oserez le terme? différentes. On pourrait l'oser, encore une fois, ça dépend quels critères on utilise, mais il y a un soutien politique, il y a un soutien militaire en termes d'armement. Il y a de l'armement ukrainien détruit qui est réparé aussi dans des pays membres de l'OTAN. On a des volontaires de plusieurs pays membres de l'UE et de l'OTAN qui partent
combattre là-bas. On pense qu'il y a aussi peut-être des, comment on appellerait ça, Des Anglais, on sait qu'il y avait oui, oui, mais qu'il y a aussi, comment on appelle ça, des instructeurs, voilà un terme un peu des pudique. conseillers Et militaires, souvent, oui. voilà, exactement. Et les pays qui participent, les pays européens, les pays membres de l'OTAN, en fait, souvent ont essayé d'expliquer depuis 2022 qu'ils soutenaient l'Ukraine parce que l'Ukraine était agressée, mais que ce n'était pas une guerre contre la Russie. Et encore une fois, quand on voit les moyens mis à disposition, les buts, parfois le type d'opérations qui peuvent être menées ou les soutiens qui peuvent être fournis sur le terrain, et là-dessus on a peu d'informations tangibles, c'est assez controversé, mais effectivement, les pays de l'OTAN, les pays européens, ont une attitude de pays de co-belligérants. Et les États-Unis, qui ont pourtant été, on va dire, instrumentaux importants dans le déclenchement de ce conflit, de cette crise même depuis 2014, eh bien, sous Trump, ils semblent plutôt vouloir être moins des co-belligérants et plutôt un marchand d'armes et peut-être un facilitateur de paix, en tout cas dans la vision de Donald Trump. Au sommet de Washington, donc hier, on y revient, on a beaucoup parlé de paix, mais on a eu l'impression, vous allez me dire ce que vous en pensez, on a eu l'impression que l'ombre du complexe militaro-industriel surplombait les rencontres, les discussions. Trump l'a dit à un moment donné, nous ne donnons rien, nous vendons des armes. Une telle annonce a dû faire du bien aux actionnaires, par exemple, de Lockheed Martin. On a vu également la présence à Washington, par exemple, du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, le néerlandais, ainsi que celle du président finlandais Alexander Stubb, qui partage une frontière avec la Russie et qui est membre de l'OTAN depuis 2 ans seulement et qui a eu des sorties à l'endroit des Russes, sans oublier le contentieux historique avec la Russie assez épicé, on va dire les choses comme ça. Est-ce que donc la rencontre d'hier n'était pas aussi celle d'une forme de réunion militaire, malgré le mot prononcé à satiété de paix tout le temps? Avec la présence de Monsieur Rutte, de toute manière, c'était une. Alors, certes, on pourrait toujours dire oui, Ursula von der Leyen était là, mais comme le notent certains analystes de plus en plus, pendant longtemps, il y a eu une forme de parallélisme, de symbiose, notamment depuis l'accord Berlin Plus de 2003 entre l'Union européenne et l'OTAN. On peut dire que leurs stratégies, leurs intérêts sont proches. L'UE n'a pas d'armée, l'OTAN joue ce rôle. Mais ce sommet, finalement, c'était un peu un sommet où l'OTAN essayait de montrer qu'il avait encore une forme de pertinence. On sait que depuis le premier mandat de Trump et certaines déclarations de Macron, il y avait cette question de la mort cérébrale de l'OTAN, c'est-à-dire plutôt qu'est-ce qu'on fait de l'OTAN? Est-ce qu'il y a encore un ennemi crédible? Et si oui, est-ce qu'on lui donne les moyens? Et on a vu que depuis l'élection de Donald Trump, beaucoup de pays de l'OTAN en Europe, c'est-à-dire les partenaires européens de l'OTAN, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et d'autres, considèrent que de toute manière, quelle que soit, on va dire, la décision des États-Unis, ils doivent reprendre un peu le flambeau de cette lutte contre la Russie qui est érigée en grande menace. D'où ensuite les annonces de réarmer, de l'importance de réarmer l'Europe, de mobiliser les ressources financières, où qu'elles se trouvent d'ailleurs en Europe, au service justement d'une industrie et de peut-être une future armée européenne, en tout cas de renforcer les armées de certains pays qui souhaiteraient peut-être entrer en confrontation à l'avenir, ce qui n'est pas à espérer. Alors, Trump évoque le commerce, les Européens veulent être rassurés, Zelensky lui parle d'une Ukraine unie, y compris avec les régions de l'Est, et pour l'heure, la guerre continue. Oui, il n'y a pas de cessez-le-feu. Il peut arriver que des négociations soient accompagnées de cessez-le-feu. Ça peut être mieux pour créer comment dire, une atmosphère propice au compromis. Mais il y a aussi beaucoup de négociations qui, dans l'histoire, se sont poursuivies en parallèle des opérations militaires. Et ça, pour la Russie, qui a finalement la main haute dans ces opérations, qui a l'avantage, pour le dire clairement, eh bien, elle n'a aucune raison, justement, de demander un cessez-le-feu qui la priverait d'un outil de pression. Et puis, de manière plus générale aussi, parce qu'on entend beaucoup parler de cessez-le-feu, donc il n'y a pas de cessez-le-feu durant les négociations, et la Russie ne veut pas que ces négociations débouchent sur un long cessez-le-feu. Elle veut un accord global. Pourquoi? Parce qu'elle se souvient de ce qui s'est passé avec les deux accords de Minsk, où ensuite on a entendu les révélations de Merkel et de Hollande, que ce n'était en fait qu'une solution temporaire en vue de recommencer le conflit. Et ça, c'est reflété dans les conditions que la Russie pose pour la démilitarisation de l'Ukraine avec une armée dont la taille serait limitée. Et on a vu là que Macron s'est élevé contre et a dit que l'Ukraine ne devrait pas avoir de limites, qu'elle devrait être libre de développer son potentiel militaire comme elle l'entend. Alors, on a appris dans la journée qu'une rencontre était prévue entre Zelensky et Poutine d'ici une quinzaine de jours.
On évoque même Moscou hein, pour une telle rencontre. On verra d'ici là. Moscou a déjà précisé qu'elle n'accepterait aucune présence des troupes de l'OTAN dans le cadre d'un accord de paix, sans parler de l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN. Des questions, sauf la dernière, qui ont été complètement éludées hier. On a parlé de paix, d'accord de sécurité, mais concrètement, on ne sait pas grand-chose des revendications russes sur l'OTAN et sur la démilitarisation, ainsi que sur la dernière partie, c'est-à-dire de l'intégration de l'OTAN, de l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN. Oui, bon, en vérité, les positions russes n'ont pas énormément changé depuis le début du conflit. Et de manière générale, je vais revenir un peu là-dessus, mais de manière générale, il est important de noter aussi qu'on ne connaît pas et comme vous l'avez souligné, le contenu de l'accord, des points en tout cas qui devraient être posés dans un document et servir de substance réelle aux négociations, tout simplement parce qu'il y a encore un écart. Il y a encore un écart entre la position russe et peut-être pas la position américaine en tant que telle, mais la position des Ukrainiens et des Européens. Les positions de la Russie sont assez claires depuis un certain nombre d'années. C'est la démilitarisation, c'est-à-dire que l'Ukraine, au mieux, ne conserverait que des forces d'autodéfense, un peu comme l'Allemagne de l'époque de la République de Weimar sous le traité de Versailles. Et Macron, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'y Ça est s'est mal opposé. fini, hein. Oui, oui, parce que forcément aussi, il y a une chose qu'il faut aussi voir, et même dans ce cas pour l'Ukraine, une paix humiliante n'est jamais une bonne paix. Elle peut mener à un conflit par la suite. L'autre chose, c'est là donc un statut de neutralité pour l'Ukraine, de réelle neutralité. La constitution ukrainienne, pourtant, faisait de l'Ukraine un pays neutre, mais le choix de rentrer dans l'OTAN, en particulier, mettait à mal cette neutralité. Et pour la Russie, ce n'est pas acceptable. Il faudrait revenir à une neutralité, on pourrait dire, de l'époque de l'indépendance de l'Ukraine, avec peut-être d'autres garanties internationales qui soient attachées. Et maintenant, cette question-là aussi de la neutralité amène finalement, puisque la neutralité est liée à la position aussi du pays, c'est la question de son territoire. Et la Russie comment dire, a été très claire là-dessus. Il n'y aura pas de compromis normalement sur les 4 oblasts qu'elle a conquis. Par contre, il pourrait y avoir des négociations territoriales, des échanges de territoires par rapport aux régions de Soumy, de Kharkov ou d'autres endroits où les troupes russes sont présentes. Mais ce qui concerne Kherson, Zaporozhye, Donetsk, Lugansk et évidemment la Crimée, la Russie n'entend pas revenir en arrière. Et ça, c'est également inacceptable officiellement, encore une fois, pour le gouvernement ukrainien, du point de vue des décrets de Zelensky, de la Constitution et de l'indignation que ça pourrait soulever à la Rada parmi certaines forces d'opposition, notamment les ultranationalistes. Quand je dis opposition, opposition potentielle Oui. à la paix, justement. Alors justement, Et là, oui. pardon, sur ce point, justement, les médias européens, surtout après Anchorage, ont dit que Donald Trump prenait le parti de Poutine, que Trump, malgré ce qui le caractérise, c'est-à-dire sa manière de faire des deals, est contraint de prendre en compte aussi le réel, à savoir que, comme on le dit familièrement, d'ailleurs les militaires américains sont obligés de le dire, que c'est mal embarqué en Ukraine et que l'Occident a perdu en Ukraine, tout simplement. En tout cas, c'est ce que souligne l'ex-colonel de l'armée américaine, Douglas MacGregor. Oui, il y a beaucoup d'anciens militaires, alors pas forcément des militaires qu'on voit sur les chaînes mainstream comme on les appelle, mais vous avez le colonel Beau en Suisse, vous avez aussi défunt général de Lavarde, vous avez le colonel Hogar, vous Qu'on a avez reçu ici. voilà, vous en avez beaucoup de ces anciens militaires français qui ne sont pas très populaires dans les médias mainstream, mais qui sont par contre très écoutés, notamment bon, de certains publics alternatifs ou dissidents, comme on les appelle, mais qui sont écoutés aussi par des gens qui travaillent dans le domaine parce qu'ils savent qu'il y a le narratif qu'on nous sert et il y a une réalité qui est tragique, qui est catastrophique pour les Ukrainiens et qui est très éloignée de ce que les leaders européens en disent quand ils nous parlent, par exemple, d'une guerre qu'ils peuvent encore gagner. L'Ukraine n'a plus les ressources, notamment humaines. On voit que c'est très dur pour le gouvernement ukrainien de recruter. Il y a énormément de gens qui quittent le pays. Les centres de recrutement sont visés maintenant par les frappes russes parce que l'armée russe sait que le recrutement est devenu très impopulaire en Ukraine. Hein, il y a des morts, il y a des blessés, il y a énormément de vidéos qui inondent les réseaux sociaux à ce sujet-là. Il y a un Donc la recrutement question, forcé aussi, hein, c'est oui, une question. oui, tout à fait, et qu'a visé d'ailleurs aussi, c'est pas inutile de le rappeler, qu'a visé les membres des minorités nationales, minorités nationales comme les Hongrois, par exemple, qui ne sont pas à l'origine, on pourrait dire, les plus pro-russes, mais qui ont été vus finalement, parce qu'ils sont hongrois, comme un peu des étrangers de l'intérieur, et puis on leur a fait payer d'une certaine manière les prises de position de Viktor Orban. Et la Hongrie a protesté
contre justement ces envois massifs de Hongrois sur le front, de Hongrois d'Ukraine. Donc la situation est dramatique et on peut se demander quel narratif les pays européens vont peut-être, comment dire, inventer, diffuser pour essayer d'être un peu plus en raccord avec cette réalité qui ne va pas du tout dans leur sens. Alors on s'est posé aussi la question de manière générale sur cette volonté de négocier de Trump. Trump parle de paix. Alors est-ce que c'est une paix trumpienne ou c'est celle que souhaite l'État profond américain? Je dis ça parce que il y a quelques années, en 2016, lors du premier mandat de Donald Trump, Bob Woodward, le célèbre journaliste, qui racontait comment certaines décisions de Trump avaient été court-circuitées par des décisionnaires militaires, comme par exemple la volonté d'évacuer les soldats américains de la Corée du Sud. Donc, est-ce que l'État profond américain et Trump regardent de la même manière cette fameuse paix en Ukraine ou l'arrêt du conflit avec la Russie? C'est difficile à dire parce que il y a d'un côté les déclarations que Trump avait faites durant son premier mandat et puis ensuite durant son deuxième mandat, qu'il changerait, comment dire, qu'il purgerait le marécage, comme il le disait, lui, ses partisans, donc il lutterait contre l'État profond, qu'il ramènerait la paix. Et il a un style assez erratique, assez chaotique, qui peut venir parfois du fait qu'il n'est pas du tout un diplomate ou un homme politique d'une longue carrière, qui ne s'intéresse peut-être pas aux relations internationales. C'est aussi peut-être une technique pour parfois créer de la confusion chez ses adversaires. Néanmoins, on peut se poser cette question justement. Vous avez mentionné, bon, le premier mandat, il y a eu le cas d'un retrait qu'il avait annoncé des troupes américaines dans la région du Kurdistan syrien, ce que les Kurdes appellent le Rojava. Et à l'époque, je n'avais pas beaucoup cru à cela parce que c'était pour justement du point de vue de l'État profond, se tirer une balle dans le pied. Ça ne s'était pas produit et c'était peu surprenant puisqu'à l'époque, dans la CIA, dans le Pentagone, il y avait des néoconservateurs, comme on les appelle, des faucons, comme par exemple aussi Monsieur Bolton. La situation maintenant semble un peu différente puisque l'équipe n'est pas exactement la même si évidemment, par exemple, Monsieur Rubio, dans le passé, a eu des positions plutôt proches des néoconservateurs. On pourrait se dire que Trump parle de paix, mais à chaque fois, il faut voir quelle paix il amène. Les accords d'Abraham se sont faits sans les Palestiniens, et on a vu d'une certaine manière les conséquences. L'accord au Congo que Trump annonce, il suscite beaucoup d'enthousiasme, mais on est sceptique aussi, puisque finalement, encore une fois, le Rwanda, par rapport à son occupation du Congo et à ses proxys au Congo, ne fait face à aucune sanction. Le gouvernement congolais a certes récolté un deal sur les minerais qu'il vendra aux États-Unis, mais ce n'est pas une condition réelle nécessaire de la paix, puisqu'au Congo, ça continue. Donc sur cette Ukraine aussi, on voit un Trump qui est un peu mal embarqué, puisqu'il avait parlé un peu en fanfaronnant qu'il réglerait rapidement le conflit. Certes, il a cette intention, mais il y a peut-être d'autres intentions aussi derrière, qui peuvent être, par exemple, certes de faciliter les affaires, d'aider peut-être aussi toujours le complexe militaro-industriel. Et puis, il ne faut pas oublier tous les intérêts économiques américains présents en Ukraine avant 2022 et encore plus présents depuis 2022, puisqu'on sait que BlackRock et d'autres grandes compagnies ont repris le contrôle de grandes parts de l'économie et de l'industrie, en tout cas de ce qu'il en reste en Ukraine, et en particulier aussi de l'agriculture. Même, Donc c'est même le très nucléaire compliqué. avec Westinghouse, hein. Oui, l'Ukraine a été encore plus pillée et certains pourraient dire oui, la paix dont parle Trump, ça pourrait être comme un peu quelque chose qui cache d'autres intentions, en fait, une espèce de pillage, pour parler un peu crûment, comme des vautours sur un cadavre, malheureusement. C'est un peu la situation quand on voit l'Ukraine aujourd'hui. Beaucoup de gens en profitent, beaucoup de puissances étrangères profitent du drame qu'il y a en Ukraine et les Ukrainiens continuent d'en payer le prix. Le mot de la fin, Gilles-Emmanuel Jacquet, comment vous voyez à moyen terme, court terme, ce fameux dossier ukrainien qui est beaucoup plus noueux, même pour Trump, semble-t-il, hein? À un moment, on va se poser la question aussi du leadership ukrainien, du gouvernement ukrainien, c'est-à-dire qu'il faudra peut-être passer par des élections ou tout autre changement, pas seulement au niveau de la présidence avec Zelensky, mais aussi au niveau peut-être de la Constitution, peut-être au niveau de certains décrets de loi qui ont été adoptés. Et la presse russe, justement, selon la presse russe, il y aurait eu, dans une station des Alpes cet été, une rencontre entre certains, on va dire, anciens membres du gouvernement ukrainien ou des services de sécurité comme Boudanov, par exemple, ou Zaloujny, dont on parle beaucoup aussi, quant à leur future possible candidature pour remplacer Zelensky. Donc je crois que là, quand le statut de Zelensky changera ou qu'on aura un peu plus de clarté quant à qui va être le président de l'Ukraine et quelles décisions il pourra réellement prendre, on se rapprochera peut-être plus réellement d'une solution négociée, oui.
Merci Gilles-Emmanuel Jacquet, je rappelle que vous êtes Merci à vous. enseignant en relations internationales à Genève. Très heureux d'avoir pu échanger avec vous, je vous dis à bientôt. Merci à vous. Bonne soirée. L'échiquier international est fini pour aujourd'hui, l'information continue sur Al24 News en vous souhaitant une bonne soirée.